Bien, mes chers collègues, je vous propose de vous installer et pour que nous puissions débuter notre troisième séance d'audition. Et nous recevons cet après-midi M. Alain Grèche, qui est l'ancien rédacteur en chef, puis directeur adjoint du Monde diplomatique jusqu'à la fin de l'année passée, l'année 2015. Monsieur Grèche, vous animez aujourd'hui le blog Nouvelles d'Orient et vous avez publié plusieurs livres sur l'islam, comme L'Islam, la République et le monde en 2004, ou encore L'Islam en question. C'est un livre d'entretien avec Tariq Ramadan qui est paru en 2000. Monsieur Grèche, le bureau de notre mission d'information a souhaité vous entendre parce qu'ayant couvert le Proche-Orient durant de nombreuses années, vous êtes un excellent connaisseur de cette région compliquée et des tensions religieuses qui la traversent. Certes, ce sont des pays où la population est à majorité musulmane, ce qui n'est pas le cas chez nous, mais la manière dont ils gèrent la coexistence entre les différentes communautés confessionnelles pourrait fournir des points de comparaison intéressants avec la situation française. Si vous en êtes d'accord, je vous propose dans un premier temps de non seulement avoir autour de 15 minutes un propos liminaire pour nous faire part de votre réflexion générale. Nous souhaiterions en particulier recueillir votre point de vue sur les difficultés que l'exercice du culte musulman a pu ou peut encore rencontrer en France, sur les conditions que l'islam et sur les conditions pour que l'islam puisse s'y épanouir en bonne harmonie avec les autres institutions. Et bien sûr, mes collègues ici présents pourront vous poser un certain nombre de questions. En général, les auditions se déroulent autour d'une heure, un peu plus, on n'est pas à quelques minutes près. Donc voilà, je vous remercie encore de vous être rendu disponible. Je vais vous laisser la parole en vous précisant que cette séance, comme la suivante, est enregistrée et fait l'objet donc d'une captation vidéo. Donc on retrouve et on retrouvera sur le site du Sénat l'ensemble de nos échanges. Merci. Oui, appuyez encore. Voilà. Voilà. Là, c'est bon. Bien, merci. Tout d'abord, merci pour votre invitation. Je voudrais dire en introduction que je pense que la mission de votre commission est extrêmement importante parce que avec l'avenir des communautés musulmanes en France, il n'en va pas seulement de la cohésion nationale de notre société, mais il en va aussi de nos relations avec le monde musulman. Et aujourd'hui, on voit bien à quel point les deux sont liés. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le monde musulman, qui est notre voisin géographique, et ce qui se passe chez nous, il y a une interaction. Et donc, je pense notre capacité à régler ou à améliorer les relations avec les communautés musulmanes en France est tout à fait décisive aussi pour la place de la France dans le monde. Je voudrais dire d'abord que quand on parle des communautés musulmanes en France, c'est une généralisation, si je puis dire. Il y a 30 ans, personne ne parlait des musulmans de France. On disait les Maghrébins, on disait les Africains. C'est une formulation qui est née dans les années 80 et qui est en partie trompeuse. En partie trompeuse parce qu'elle crée l'idée d'une communauté musulmane unie qui serait regroupée, qui aurait des objectifs plus ou moins similaires et des situations similaires. Or, ce n'est pas du tout le cas, je crois. D'abord parce que les communautés musulmanes sont divisées en fonction des nationalités d'origine, et vous savez à quel point le fait de venir d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie, pour se limiter à ces exemples, est important pour les gens qui viennent de ces pays ou même qui en sont simplement originaires, dont les parents ou les grands-parents viennent de ces pays. Et ensuite, parce qu'il y a différentes pratiques de l'islam aussi dans ces pays, c'est-à-dire que l'islam, je dirais, pakistanais ou l'islam algérien ou l'islam africain n'est pas tout à fait le même. Mais l'autre élément aussi qui est important, c'est que vous savez qu'en France, il n'y a pas de statistiques ni ethniques ni religieuses. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de demander aux gens s'ils sont, ou en tous les cas de les définir par leur religion. Vous savez, c'est un sujet qui fait débat. Bon, c'est comme ça. Aux États-Unis, ils ont une pratique qui est intéressante puisque
les statistiques ethniques sont faites à partir d'autodéclarations. C'est-à-dire que les gens disent eux-mêmes ce qu'ils veulent être. Et que depuis une dizaine d'années, vous pouvez choisir plusieurs origines. Donc vous pouvez très bien inscrire dans une déclaration démographique de dire « je suis blanc et noir ». C'est tout à fait légal. Bon, en France, c'est pas ça, mais du coup, quand on parle des chiffres de musulmans en France, on ne sait pas de combien on parle. Vous avez pu voir 4 millions, 5 millions, 6 millions, on ne sait pas très bien. La seule chose que l'on sait, c'est les gens qui, quand il y a on interroge les musulmans, on interroge les gens qui se définissent comme musulmans. Mais on se rend compte qu'en fait, sur ces 5 ou 6 millions de musulmans, à peu près la moitié se définissent comme musulmans. Les autres, on ne sait pas. Alors on a peut-être, c'est une réflexion à avoir, un phénomène qui est un peu celui aujourd'hui qui a été historiquement celui des communautés juives. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se définissent comme juifs sans être croyants. Et aujourd'hui, vous avez un phénomène un peu qui est en train à mon avis, de progresser, c'est-à-dire le sentiment d'appartenir à une communauté, d'autant plus qu'il y a le sentiment d'être une communauté minoritaire et d'être une communauté stigmatisée. Et donc, il y a ça qui est important. L'autre chose aussi qui est très importante quand on parle des musulmans, c'est la présence des jeunes. Et je dirais, ils constituent la majorité de ces musulmans. Ils sont nés en France, ils ont été élevés dans les écoles de la République, ils vivent pour certains dans des quartiers difficiles, et ils sont plus nombreux dans les quartiers difficiles, mais ils ne vivent pas que dans ces quartiers difficiles. Et je dois dire que c'est ceux qu'on entend le moins et auxquels on est le moins à l'écoute. Quels que soient nos interlocuteurs musulmans, c'est souvent des gens de génération, ce que les jeunes appellent de manière un peu, de manière dénigrante, les blédards. C'est-à-dire des gens qui sont souvent nés à l'étranger, qui ne sont pas français, qui parfois parlent mal français, mais qui sont considérés comme les représentants de la communauté française. Et il y a donc une tendance chez nous à traiter les musulmans en général comme mineurs, mais les jeunes encore plus comme mineurs. Vous savez qu'en France, malheureusement, l'essentiel de la situation, des communautés algériennes, marocaines, turques, etc., nous réglons les problèmes avec eux, avec les ambassades de ces républiques. Et pas seulement avec les ambassades, avec les services de renseignement de ces républiques. C'est-à-dire que quand nous avons un problème dans les communautés marocaines, on va voir l'ambassade du Maroc et on leur demande de régler le problème. Et au moment même où on dit « nous voulons un islam de France ». Et il y a là vraiment quelque chose qui est contradictoire et qui devrait amener à une espèce de révolution dont le premier élément serait sans doute que d'arrêter de faire que le ministère de l'Intérieur soit chargé des cultes en France. On ne voit pas pourquoi c'est le ministère de l'Intérieur en France qui s'occupe des cultes et pas le ministère de la Justice. Ce n'est pas une affaire d'ordre public, les religions, c'est une affaire... on en fait malheureusement une affaire de police et je pense que ça a des conséquences négatives. Quand on parle de la représentation des musulmans en France, Oui, mais ça a un côté symbolique ici qui me semble dépasser ça, parce qu'effectivement, ce n'est pas l'aménagement du territoire, on ne va pas le négocier avec... on va pas le négocier avec l'ambassade d'Algérie ou l'ambassade de Turquie en France. C'est quand même, à mon avis, une différence. Quand on parle de la représentation, évidemment, on a le Conseil français du culte musulman, mais ça mérite quelques précisions parce qu'il y a une très grande confusion sur ce Conseil. C'est un organe du culte. Or, il y a chez nous une tendance à faire que ce soit le porte-parole de la communauté musulmane. Comme vous savez, pour les juifs, il y a deux organes tout à fait différents, qui sont le consistoire juif, qui est l'interlocuteur normal de l'État, comme l'Église catholique est l'interlocuteur normal de l'État pour les affaires du culte, pour nommer les aumôniers, par exemple, dans les prisons, dans les hôpitaux, etc. Et puis, il y a le CRIF, qui est une représentation autoproclamée d'une partie de la communauté juive. Mais le CFCM, je répète, a vocation d'être l'organe du culte. Et effectivement, parmi les petites avancées qu'a permis le CFCM, il y a notamment la question des aumôniers, des aumôniers dans l'armée, des aumôniers dans les mosquées, etc. Mais je pense qu'il y a une tendance à faire de ce CFCM le représentant des musulmans en France,
Et le CFCM, à part l'UEIF sur lequel je vais revenir, est composé de fédérations qui sont en fait les représentants de l'Algérie, essentiellement Algérie, Maroc et Turquie. Là aussi, c'est un problème quand nous demandons la création d'un islam de France. Je voudrais dire un mot sur l'UEIF, donc c'est l'Union des organisations islamiques de France, et tout le monde sait, proche des frères musulmans, qui est une organisation conservatrice, mais en même temps une organisation très légaliste. C'est-à-dire c'est une organisation qui applique la loi et qui n'est pas une organisation réellement de contestation. C'est aussi une organisation qui est en profonde crise depuis une dizaine d'années, notamment avec les jeunes générations. Parce qu'ils sont coupés des jeunes générations, parce qu'ils sont dirigés par des gens d'une autre génération et qu'ils ont beaucoup, beaucoup de mal à s'implanter chez ces nouveaux musulmans qui sont nés, alors eux, vraiment en France, qui sont de culture française et qu'on voit de plus en plus partout, c'est-à-dire dans les universités. Ça peut se voir, on peut trouver que c'est négatif, mais par le nombre de filles qui portent le foulard à l'université, c'est aussi un signe d'ascension, aujourd'hui, d'ascension sociale. Et ces jeunes ne se reconnaissent pas ni dans l'UEIF, ni dans les autres organisations du CFCM. L'autre courant aujourd'hui qui existe dans l'islam, c'est ce qu'on appelle le salafisme. La différence entre le salafisme et les frères musulmans, au-delà des problèmes de doctrine dans lesquels je ne rentrerai pas, c'est que l'UEIF, c'est une vraie organisation, centralisée, avec des sections, avec une discipline assez rigoureuse. Donc on peut dire qui est l'UEIF et qui ne l'est pas, mais on ne peut pas dire qui est salafiste et non. Et il y a 20 courants différents du salafisme qui vont des salafistes quiétistes, c'est-à-dire ceux qui prônent l'apolitisme, aux salafistes djihadistes, ceux qui prônent le djihad. Il faut savoir que historiquement, le salafisme, qui a été exporté très largement par l'Arabie saoudite, était un salafisme quiétiste. C'est-à-dire c'est un salafisme très conservateur, réactionnaire, on pourrait dire, sur le plan des mœurs, sur toute une série de plans. Mais ce n'était pas jusque dans les années 2000 un courant contestataire. Aujourd'hui, il est devenu contestataire, y compris à l'intérieur de l'Arabie saoudite, où il y a des contestations qui se font au nom du salafisme. Mais c'est un courant aujourd'hui qui progresse, dont le discours essentiel, même chez les gens qui ne sont pas, je dirais, des radicaux, qui ne sont pas des gens qui prônent la violence, c'est de dire nous sommes dans une société impie et nous n'avons rien à faire avec cette société. Nous voulons vivre à côté de ces sociétés avec l'idée à terme d'émigrer en terre d'islam. Et je crois que c'est un courant qui, depuis une dizaine d'années, a progressé de manière relativement importante parce qu'il répond à un sentiment de beaucoup notamment de jeunes, d'être stigmatisés aujourd'hui par la société, par les médias, et d'avoir l'impression d'être totalement sous pression. Et je crois que c'est quelque chose auquel il faut vraiment accorder de l'importance. Je dirais pas plus que les risques, évidemment, de passage à des actes violents, mais c'est quand même quelque chose d'inquiétant de voir des gens qui se disent « nous ne sommes plus français ». Je veux dire, ça s'appuie sur quelque chose, enfin, sur un double phénomène qu'il faut avoir. Un qui est objectif, c'est-à-dire aujourd'hui, quand vous vous appelez Mohamed ou Fatima, vous avez 4 ou 5 fois moins de chances à diplôme égal de trouver un travail. Il y a une étude très très bonne faite à propos du Sénégal, où on a pris le même panel, si on peut dire, vous savez qu'au Sénégal, il y a 10% de chrétiens, donc on a fait des CV avec le même CV avec prénom chrétien, prénom musulman, avant même si vous voulez, il y a 4 ou 5 fois plus de chances d'avoir une réponse si on a un prénom chrétien qu'on a un prénom musulman. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que les jeunes vivent dans la réalité, y compris une partie des jeunes qui ont réussi socialement. Et puis l'autre aspect qui me semble aussi important, c'est la question des médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'islam est sans arrêt, je veux dire, devant de la scène, avec l'impression de ces jeunes musulmans d'être
effectivement désignés du doigt. Alors, je le répète, ces jeunes musulmans, il y a une partie qui est les populations défavorisées, et dont on parle souvent, mais c'est aussi des gens qui sont d'une certaine manière le symbole de la réussite du modèle français. C'est-à-dire des gens qui ont réussi leurs études, qui soit issus de couches populaires, soit de couches non populaires. Il y a maintenant une vraie bourgeoisie, disons, musulmane, et qui n'ont pas le sentiment d'être intégrés, et qui ont en plus ce sentiment de n'avoir personne qui parle en leur nom. Et quand ils voient à la télévision les gens qui sont invités, je dirais, ça provoque encore plus de haine. Je vais donner un exemple c'est l'exemple de l'imam Chalgoumi, je veux dire, qui est une espèce d'idole comme ça des médias. Je peux vous dire qu'il n'a aucun poids dans la communauté musulmane. Et non seulement ça, les musulmans prennent ses prestations comme une insulte. Enfin, je veux dire, ce n'est pas simplement... il y a eu quelque temps Laurent Geoffrin qui a fait un éditorialiste pour dire les gens qui attaquent Chalgoumi, c'est des gens qui sont contre la République, etc. Il a une grande influence dans l'islam. La journaliste du Figaro, qui est vraiment pas susceptible d'être accusée de philo-islam, a dit « Je n'ai pas rencontré dans mon travail de journaliste un musulman qui trouve que Chalgoumi parle en son nom. » Mais c'est lui qui apparaît à la télévision. Ou bien ce sont des intellectuels qui disent exactement ce que nous avons à dire. C'est tant mieux, je veux dire, c'est des intellectuels musulmans dans le sens où ils ont des noms musulmans, mais où les musulmans croyants n'ont pas l'impression qu'ils parlent en leur nom. Donc il y a là un vrai problème de représentation. Et là-dessus, je vais terminer pour rajouter quelque chose qui risque de vous fâcher encore plus que tout ce que j'ai dit, je vais vous parler de Tarek Ramadan. Je vais vous en parler parce que c'est quelqu'un que je fréquente depuis 20 ans, avec qui j'ai fait des débats, j'ai fait un livre, j'ai fait des débats en français, en arabe, parce que je parle l'arabe, et donc je peux vous dire que l'idée qu'il tient un double discours est absolument fausse. Je l'ai entendu dans les publics ailleurs qu'en France, c'est-à-dire musulmans, tenir des propos beaucoup plus durs et beaucoup plus autocritiques de l'islam que ce qu'il fait en France. Est-ce qu'il a varié au cours des 20 ans que j'ai fréquenté? Oui, il a varié. Il a eu des positions qui ont été différentes. Il a évolué comme beaucoup de gens. Et quand on me dit le double discours, je dis, écoutez, oui, c'est vrai, nous devons dénoncer les doubles discours. En France, nous avons élu un président de la République sur un discours de gauche, et évidemment, il fait une politique de gauche. Le fait que des responsables politiques tiennent des discours qui ne soient pas toujours les mêmes, je veux dire, ça ne devrait pas être quand même considéré comme quelque chose d'extraordinaire. Mais il n'a pas de double langage au sens, il n'a pas un programme caché. Ce que Tarek Ramadan dit depuis 20 ans, c'est aux musulmans, c'est vous êtes partie de ces sociétés, vous n'avez pas à avoir de complexe, vous n'avez pas à vous considérer comme victimisé, vous n'avez pas à sans arrêt dire que vous êtes victimisé, à vous de vous battre pour vos droits de citoyen. Et je sais qu'on peut débattre de lui et beaucoup, parce qu'il est resté plein de choses, dont la plus extraordinaire, évidemment, qui lui a coûté le plus, c'est l'affaire du moratoire sur la lapidation. Et je dirais c'est intéressant parce que ça me permet de faire un petit dégagement sur la question de l'islam dans le monde. Il y a effectivement aujourd'hui, globalement, depuis une cinquantaine d'années, largement financé par nos amis saoudiens, une lecture de l'islam qui est une lecture extrêmement conservatrice et qu'ils ont exportée dans le monde entier grâce au pétrodollar et à travers l'exportation de milliers et de milliers d'imams, non seulement en France, mais dans tous les pays. Et c'est vrai qu'il y a des débats dans la communauté musulmane. Quand nous parlons de la lapidation, il faut savoir deux choses. Un, c'est que en dehors de l'Afghanistan, quand c'était les talibans, et je crois de l'Iran, il n'y a aucun pays musulman qui applique la lapidation, mais que vous n'obtiendrez jamais de nos amis, les cheikhs marocains, algériens ou égyptiens, quelqu'un dire la lapidation, c'est contraire à l'islam. Malheureusement, je dis pas ça, il faut le regretter. Ce que Ramadan dit, lui, en tant que musulman, il dit ce qu'un Américain qui serait contre la peine de mort dirait aux États-Unis. Dans un pays où la majorité de l'opinion est pour la peine de mort,
demander un moratoire n'est pas quelque chose de négatif, c'est un pas en avant positif. Mais je vais terminer maintenant sur cet aspect de l'islam international. Il y a effectivement un problème, mais il faut comprendre que nous ne sommes pas face à une lecture. On a souvent l'impression, quand on discute de l'islam, qu'il y a un islam, dont, notamment la charia, qui est un corps de doctrine extrêmement fixe et réactionnaire. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je vais vous donner un exemple que je donne souvent. En 1952, les femmes égyptiennes sont descendues dans la rue pour demander le droit de vote. Le cheikh d'El-Azhar, qui est la plus grande institution de l'islam sunnite, a fait une fatwa pour dire que c'est contraire à l'islam. Aujourd'hui, il n'y a plus un pays musulman, y compris l'Arabie saoudite, c'est le dernier, où les femmes ne votent pas. Donc, le problème n'est pas de penser qu'il y a quelque chose dans l'islam qui serait particulièrement, qui ne lui permettrait pas d'évoluer. L'islam, comme toutes les religions, comme le catholicisme, comme le judaïsme, s'est adapté petit à petit aux sociétés en fonction de luttes internes, en fonction de l'évolution. Mais il ne faut pas avoir, si vous voulez, l'impression que nous avons affaire aujourd'hui à un islam figé. Il y a des débats à l'intérieur de l'islam, mais souvent ces débats, nous ne les voyons pas parce que nous ne nous intéressons pas, c'est-à-dire ça nous semble des débats très, très loin de notre manière de discuter politique. Mais il y a des débats à l'intérieur de l'islam sur les questions de la peine de mort, sur la question de la place des femmes, etc., qui sont importants et dont les musulmans tiennent compte. Ils en tiennent compte en France parce que aussi, et c'est ce qui fait la spécificité de l'islam de France, des musulmans aujourd'hui par rapport à d'autres immigrations, c'est qu'elle a une dimension internationale. Aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'il y a une fierté, disons, d'être musulman. Il y a 1,5 milliard ou 200 millions de musulmans. Il y a l'impression d'appartenir à une communauté. Et ça fait que, encore une fois, la question de l'islam en France ne peut pas se résoudre simplement à l'intérieur du cadre français, mais qu'elle a une dimension internationale. Merci. Bien, merci pour ces premiers propos, je dirais, de présentation.